Mais je pense aussi qu'il y a l'Europe qui pousse à ça, et qu'après tout, si la France elle est belle, moi je l'ai dit aussi souvent, je dis comme je voyage, j'aime aller dans les villes, les plus beaux villages de France, les villes fleuries, je les dis, parce qu'elle a été faite par des gens qui mettent leur cœur, leur enthousiasme, leur engagement, et c'est pas fait que par des techniciens qui ont décidé qu'à la Défense ou autre qu'il fallait faire ci, faire ça. Et je crois que là-dessus, c'est important aussi l'engagement des élus locaux. J'ai été trop long, en tout cas, Nicolas, merci donc d'être venu chez belle commune de Peuqueville. Il n'y a pas longtemps, c'était des inaugurations, et puis magnifique salle, notre collègue. En tout cas, donc, merci encore, et je passe à moi. Merci. Moi, j'ai un micro qui marche, donc on va garder celui-là. Bah, mets-toi là, Patrick. Écoutez, merci. D'abord, merci à Patrick Bucco, parce que c'est vrai que on se connaît maintenant depuis 10 ans, et Patrick m'a toujours épaulé dans ce beau département. Je salue Éric Lambert qui s'est mis dans la salle, notre secrétaire départemental, et a toujours fait un travail remarquable ici. Donc je te remercie de ta fidélité, ton engagement, ton courage. Parce que me soutenir, c'est pas toujours facile quand on défie les féodalités, les nouvelles féodalités. Je salue aussi les maires, madame là-bas, qui m'ont parrainé à la dernière présidentielle. Et puis je remercie Denis, c'est vrai, qui est un gaulliste pur, c'est-à-dire qui a le souci de l'intérêt général et qui n'a jamais dévié. Et si je dis ça, c'est pas pour se jeter des fleurs. C'est simplement parce que si nous sommes là devant vous aujourd'hui, c'est parce que depuis un certain nombre d'années, nous avons osé dire les choses, que ça n'a pas plu. Et c'est pas par plaisir simplement que j'ai créé, avec tous ceux qui m'ont suivi, Debout la France. On aurait pu avoir une carrière beaucoup plus confortable dans le parti traditionnel, qui était le RPR où on était, hein, puis après l'UMP qui a commencé à battre de l'aile, et les Républicains. Si j'ai quitté ce mouvement en 2007, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, c'est pas parce que je voulais m'en aller, c'est pas parce que je voulais faire la vedette, je m'en serais passé. C'est parce qu'ils avaient décidé de bafouer le vote des Français au référendum de 2005, vous vous souvenez, où nous avions voté majoritairement non à la Constitution européenne, parce que le peuple français avait compris que c'était une prison, que c'était une aberration qui n'avait rien à voir avec la belle idée européenne. Et si j'ai quitté et créé Debout la France, c'est parce que j'en avais assez que les hommes politiques de mon parti, comme les socialistes en face d'ailleurs, viennent devant vous avant les élections pour vous dire une chose et fassent exactement l'inverse systématiquement après. J'ai voté non, après on dit que j'ai esprit de contradiction, mais j'avais voté non en 98, je venais d'être élu député, contre le fameux traité d'Amsterdam qui a supprimé nos frontières. C'était il y a 20 ans. Et bien vous avez vu la France d'aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. Quand on ne contrôle pas ses frontières pendant 20 ans, eh bien on aboutit au chaos actuel. Ça ne veut pas dire que, bien évidemment, tous les étrangers sont méchants, ce serait absurde. Mais l'immigration, ça se maîtrise, ça se contrôle. Quand vous invitez des gens chez vous, vous les choisissez. Vous n'invitez pas n'importe qui. Vous n'avez pas supprimé la porte de votre appartement ou de votre maison. Donc, ce n'est pas le rejet des uns, c'est simplement que nous voulons maîtriser les choses. Quand il y a eu le traité de Nice qui a sacrifié notre agriculture, on a dit « faut pas ». Quand il y a eu le traité de Barcelone qui a sacrifié nos services publics, on a dit « non ». Mais on nous a dit « c'est pas grave, on peut faire tout ça tout en disant l'inverse aux gens ». Et puis, ça a continué jusqu'à la Constitution européenne. Vous avez constaté qu'il y a une grave crise dans le pays aujourd'hui, la fameuse crise des gilets jaunes. Au départ, c'était quoi les gilets jaunes? Des retraités qui en ont assez de la désindexation des pensions de retraite et de la hausse de la CSG, des automobilistes qui n'en pouvaient plus de la hausse du prix du carburant, les Français qui voient bien que les charges augmentent et que les salaires n'augmentent pas, le mensonge permanent de ceux qui nous gouvernent, le mépris de la démocratie. C'est ça la crise des gilets jaunes. Et pour qu'au mois de novembre, sous la pluie et le froid glacial, je puisse rencontrer des retraités de 75 ans, des femmes qui ont travaillé 46 ans, qui ont 800 € de pension de retraite, et qu'on donne la même somme à quelqu'un qui arrive en France et qui n'a jamais travaillé dans notre pays, c'est qu'il y a quelque chose qui déraille complètement. C'est pas possible de continuer comme ça.
Et ce mouvement des Gilets jaunes a évolué, a été caricaturé et a été sali, a été dénaturé parce que des manœuvres incroyables ont eu lieu et que tous les samedis on montre à la télé des casseurs à Paris pour discréditer un mouvement populaire qui était sincère au départ. Bien sûr, il y a des excités partout. Et ce que je reproche le plus au président de la République et au gouvernement, c'est de ne pas prendre les mesures qui s'imposent. C'est d'avoir inventé un grand débat pour noyer le poisson. Mais moi, on m'a appris quand j'étais petit, à l'école, j'avais une très bonne institutrice qui disait qu'il ne faut jamais remettre à plus tard ce qu'on doit faire tout de suite. Et après la crise de 68, le général de Gaulle n'a pas attendu 6 mois pour agir. Tout de suite, il y a eu un Grenelle social. Et tout de suite, ils ont réglé le problème. Et puis après, ils ont fait des élections. Et ils ont eu la majorité très largement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la crise est grave parce qu'on laisse pourrir les problèmes. Mais je vais aller plus loin. Pourquoi on laisse pourrir les problèmes? Parce que notre président de la République ne gouverne plus. Les pouvoirs ne sont pas à Paris, ils sont à Bruxelles. Les frontières ne sont pas contrôlées. Les lois sont décidées à Bruxelles. Le budget est contrôlé à Bruxelles. La Cour de justice décide, par exemple, tout récemment, la Cour européenne des droits de l'homme, qu'un terroriste n'a pas le droit d'être expulsé en Algérie parce qu'il serait maltraité en Algérie. Et on l'héberge aux frais du contribuable dans le Cantal. Mais on croit rêver. On veut faire revenir les djihadistes. Une histoire de fou. Je me suis opposé à Jean-Jacques Bourdin hier parce qu'on croit rêver. Il ose me dire que je suis inhumain parce que je ne veux pas faire revenir les familles de djihadistes. Mais les familles des Français qui sont morts au Bataclan, ils en pensent quoi? Mais c'est insupportable. Insupportable. Et puis maintenant, on a une société Decathlon qui veut faire des vêtements de course pour les femmes voilées. Et dans ma banlieue, je vois des petites filles de 7 ans qui sont voilées de force. Mais vous, les femmes, on ne peut pas accepter ça. Dans le monde entier, il y a des femmes qui sont en prison parce qu'elles veulent enlever leur voile. Et nous, on a toutes les journalistes ici ou là qui nous disent qu'on ne respecte pas leur liberté. Mais c'est ahurissant ce qui se passe dans notre pays, mes amis. C'est une inversion totale de tout. Alors, moi je me bats, et oui, on a fondé Debout la France il y a plusieurs années, on est parti de 0. 0 plus 0, ça fait la tête de Toto, on nous disait quand on était petit, mais on est parti de 0. On nous a dit, c'est impossible, tu dois être obéissant, tu dois faire ton travail, et puis tant pis, on ne peut pas faire. Et puis même, on a des collègues très sympathiques qui passaient dans l'hémicycle et qui me disaient, Nicolas, tu vas voter non? T'as raison, mais moi j'ose pas. J'ai dit, pourquoi t'oses pas? T'es parlementaire, t'es élu pour voter au nom du peuple. On ne peut pas continuer à avoir un discours et un autre. Je vais vous donner une anecdote. Et je suis désolé, vous allez dire que je fais une fixation, mais je voyais la tête de liste des Républicains, M. Bellamy, et M. Wauquiez, que j'aime bien, M. Wauquiez, qui dit des choses justes souvent. Et puis il disait, on est contre l'élargissement de l'Europe. C'était début février. On est contre l'élargissement de l'Europe. Très bien, moi aussi. Le lendemain, le troisième de la liste de M. Danjean, troisième de la liste des Républicains de M. Wauquiez, qui est député européen, allait voter à Bruxelles, dans une commission, les 10 milliards de crédits pour faciliter l'adhésion de la Turquie. Alors, au début, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, c'est une fake news, comme ils disent. C'est une fausse nouvelle. J'ai dit à mes collaborateurs, vérifiez. Je ne veux pas dire des choses fausses, mais non. Donc, M. Wauquiez fait un discours. Le lendemain, un membre des Républicains, député, troisième de liste de M. Bellamy, va voter les crédits du préélargissement. Je vois M. Hortefeux qui dit qu'il faut lutter contre l'immigration. Il a voté à Strasbourg la répartition des quotas de migrants entre les pays. Il a voté le traité de Marrakech. Vous savez, ce traité qui favorise... Non. Je me dis, dans ces moments-là, je me dis, mais moi je suis fier d'être avec mes amis, peut-être dans un parti plus récent, moins grand, mais fidèle à nos convictions. Et si j'ai décidé de conduire une liste aux élections européennes, c'est parce que je veux ouvrir les yeux de mes concitoyens sur l'importance des décisions qui sont prises là-bas et la nécessité de changer le fonctionnement de l'Europe.
Car si on ne change pas le fonctionnement de l'Europe, on ne retrouvera jamais la capacité à contrôler nos migrations, on ne retrouvera pas la sécurité dans notre pays, on ne retrouvera pas, et je vais y venir, la concurrence loyale, car on ne peut pas accepter que des travailleurs détachés venant d'autres pays travaillent en Seine-Maritime sans payer les charges sociales françaises. L'artisan, le petit entrepreneur paye les charges sociales, et des entreprises viennent en camionnette de Roumanie, de Bulgarie et d'Espagne et ne payent pas les charges sociales françaises. Ça fait 10 ans que ça dure, je suis le seul à en parler régulièrement, et rien ne change. Et M. Macron nous a enfumé en nous disant « j'ai changé quelque chose ». Tu parles rien. Moi, je veux bien la concurrence. Et on a un peuple travailleur, inventif, et les Français ne sont pas idiots. Mais on ne peut pas courir une course de 100 mètres avec un sac de plomb sur les épaules, et puis les autres, sans charge sociale, venir nous concurrencer dans notre pays. De même, on ne peut pas demander à nos agriculteurs de produire des produits de cultiver, des produits qui respectent des normes écologiques, si au même moment au port du Havre arrive de la viande, suite à des traités de libre-échange, bourrés de produits interdits en France. 30% moins cher. J'ai été au salon de l'agriculture, les spécialistes de la viande bovine me disaient, c'est très simple, avec le traité qu'a accepté M. Macron, avec le Canada, le CETA, la viande arrive 30% moins chère, évidemment, elle est bourrée d'antibiotiques, bourrée d'hormones, c'est interdit chez nous. Alors, comment on fait? Comment on fait? Moi, le problème de fond de notre pays, c'est que nous sommes mal gouvernés. Et au même moment, on vend les plus belles entreprises, Alstom notamment, aux Américains qui s'en sont emparés. Technip, une entreprise pétrolière, Alstom, Alcatel, il y en a eu 6. Et les 6 entreprises, je le raconte dans mon livre, qui sort, je fais de la pub en même temps, le 6 mars, Résistance, il s'appelle. Mais je raconte parce que trop, c'est trop. Qui a organisé la vente de ces 6 entreprises? Emmanuel Macron, ministre des Finances. Quelle était la banque, la plupart du temps, qui a été chargée de la négociation? La banque Rothschild, où il a travaillé. Mais vous vous rendez compte du conflit d'intérêts? C'est insupportable. Alors moi, je mets les pieds dans le plat. Nous sommes une vraie opposition. Mais nous ne sommes pas là pour critiquer seulement. Et c'est ça l'important. Nous sommes là pour proposer. Il y a un document que vous avez pris, je vais vous l'emprunter, parce que je tiens, nous l'avons rédigé avec tous ceux qui travaillent avec moi. Si on passe notre vie à critiquer, qu'est-ce que vous dites? Vous vous dites, bah, il critique tout le temps, et puis, qui dit la vérité? Alors, je me suis dit, il faut proposer. Il faut proposer au plan national, et il faut proposer au plan européen. Au plan national, c'est ce document. Nous sommes le seul parti qui propose des économies, de lutter contre les gaspillages. Lutter contre les gaspillages pour récupérer 32 milliards d'euros. On a tout chiffré. On peut demain matin trouver 32 milliards d'euros par an. Et ces 32 milliards d'euros, ils vont permettre de financer la réindexation des pensions de retraite sur l'inflation. Ils vont permettre d'augmenter les bas salaires, ils vont permettre de maintenir des services publics, ils vont permettre de recruter les policiers et les gendarmes qui manquent, les infirmières dans les hôpitaux. Donc on ne rase pas gratis chez nous, parce que c'est notre argent. Et c'est très important en termes de crédibilité. Et puis nous proposons aussi des solutions au niveau européen. C'est l'autre partie. Quelles sont ces solutions? Est-ce que tu as un café ici? Je ne sais pas s'il y a un café. Non, il n'y a pas de bar tabac, il n'y en a plus. Bon, toi tu en as un. Si vous tenez un bar tabac dans la commune de Denis, vous payez des charges comme tous les artisans. Si tu fais venir un Starbucks Café, truc américain qui s'installe au Havre ou à Rouen, il ne paye pas d'impôts en France. Si tu as une boutique qui vend des survêtements et des chaussures, paye des impôts. Si tu vas sur Internet commander une paire de chaussures, tu ne payes 0 taxe. Si tu prends un taxi, tu payes des charges. Si tu prends un Uber, tu payes pas de charge. Comment s'étonner que les consommateurs aillent vers ces produits-là, que donc
il y ait de plus en plus de charges sur ceux qui produisent en France, qui vendent de moins en moins, et de plus en plus de consommateurs qui aillent acheter dans des entreprises qui ne payent pas les charges françaises et qui sont américaines. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre. Qu'est-ce que nous voulons, nous, qu'est-ce que nous n'avons cessé de proposer depuis des années? J'ai écrit un livre en 2013, Les voleurs de la République, c'était déjà tout indiqué. 2013, on m'a même mis député de l'année, et pour que la presse me mette député de l'année, vraiment, il devait être forcé. J'avais dans ce livre, en 2013, il y a 6 ans, dit que l'administration fiscale française devait prendre un virage complet. On a abandonné à une époque l'impôt sur le sel. On a abandonné l'impôt sur les fenêtres. La fiscalité doit s'adapter à l'époque. Donc il faut changer le mode de perception des impôts. Sinon, il n'y aura plus un emploi en France. Il faut quand même à un moment réagir. La base fiscale s'évanouit. C'est comme si vous ne mettiez pas sur la plage, pas loin de rigole pour empêcher l'autre de partir. C'est pas possible. Parce que, et la révolte des Gilets jaunes, elle est fiscale aussi. Donc tout ça est profondément lié à l'Europe, parce qu'on a accepté un système européen complètement fou. On a accepté un marché unique, mais il n'y a pas d'harmonisation fiscale. Et le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande font des accords d'exemption fiscale. Et on accepte, moi je dis j'accepte le libre-échange s'il y a un minimum de respect de règles fiscales. C'est comme si on jouait un match de foot sans arbitre, en se donnant des coups de pied. Est-ce que vous avez déjà joué un match de foot sans arbitre en donnant des coups de pied? Ben, ça ne peut pas marcher, c'est l'Europe d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on veut au niveau européen? Et je conclue là-dessus. On veut remettre des règles du jeu. Et notre vision de l'Europe, elle est très simple, c'est de revenir à une Europe des nations et des projets. Alors je prends toujours la même image, mais je la trouve la meilleure. C'est comme l'exemple d'une copropriété. Alors vous habitez dans des maisons, vous avez la chance. Mais nous, à Paris, on habite dans des appartements souvent, et en banlieue. Donc une copropriété, c'est quoi? Ce sont des appartements, et il y a un syndic. Eh bien, la commission de Bruxelles, c'est comme un syndic de copropriété qui vous enverrait une facture exorbitante. Nous payons 11 milliards nets par an cette plaisanterie, qui déciderait de tout, de votre vie dans votre appartement. À quelle heure vous devez déjeuner, qu'est-ce que vous devez manger, quand vous partez en vacances, quelle est la couleur de la moquette, et qui en plus a supprimé la porte de votre appartement sans mettre une porte à l'immeuble. Et votre appartement est devenu un squat géant. Et les gens viennent se servir dans le frigidaire, tout le quartier. Et j'imagine que vous ne resterez pas longtemps avec ce syndic. En plus, j'oubliais, il ne s'occupe pas des parties communes. Parce qu'il passe sa vie à faire des règlements sur la manière dont chacun doit vivre dans son appartement, mais il a oublié de s'occuper des jardins et de l'antenne télé. C'est ça l'Europe d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux? Très simple. Je veux qu'on dise stop, qu'on renvoie vers les nations, c'est-à-dire les démocraties, là où on vote, les compétences, les lois, le contrôle des frontières, le contrôle du budget. Je veux que la facture du syndic soit divisée par 10, et je veux qu'on renvoie le syndic et qu'on en change. Et que le syndic obéisse au peuple. Et ce ne soit pas les peuples qui obéissent à des gens non élus. Non élus. Et je vais vous donner une anecdote. Avant-hier, je rencontrais les pompiers. Je ne sais pas s'il y a des pompiers volontaires. L'organisation qui gère tous les pompiers de France. Et leur président. Il y a une directive européenne, comme ça, qui a été interprétée par un juge européen. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est même pas élu. Un juge européen. Qui a décidé que le bénévolat, vous savez, les pompiers volontaires, devait être retransformé en contrat de travailleurs. Ce qui désorganise tous les services de secours d'Europe. Bon. Et cette décision d'un juge européen est contraire à une loi de 2011 qui a été votée à l'unanimité par le Parlement français et qui sécurise la gestion des pompiers volontaires. Eh bien, qu'est-ce que fait le gouvernement français? Il dit, il faut obéir à la décision du juge européen. Il n'est pas élu, il a été élu par personne. Est-ce qu'on a besoin même d'une directive européenne sur le statut des pompiers dans chaque pays? Est-ce que le pompier italien va faire concurrence aux pompiers de Gville s'il y a un incendie ici? Il n'y a pas de marché unique des pompiers. On est en plein délire. On est en plein délire. Mais qu'on laisse vivre chaque pays comme il veut.
Si les Français ont envie d'organiser leurs pompiers volontaires comme ils veulent démocratiquement, par leurs députés élus démocratiquement, c'est leur droit. Vous voyez, on est arrivé à un truc de fou. Une organisation pour 500 millions d'habitants qui n'est pas élue, des commissaires non élus, des juges non élus, une banque centrale non élue, a pris le pouvoir. Et une presse souvent idéologique fait croire que si vous dites stop à ça, vous êtes un fasciste, un mauvais Européen, un dangereux Gaulois réfractaire. C'est ça la réalité. Eh bien, moi je refuse cela. C'est pourquoi il faut rapatrier le pouvoir au niveau des démocraties. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on a besoin d'Europe. Et c'est ce qui me différencie avec certains qui sont contre tout ce qui vient de l'Europe. Non, je pense qu'on peut avoir besoin de l'Europe. C'est ce que j'appelle les parties communes de l'immeuble. C'est quoi les parties communes de l'immeuble? Ben, c'est que le syndic, il est utile aussi dans un immeuble. Chaque copropriétaire ne peut pas s'occuper du jardin de l'immeuble. Qu'est-ce que je veux dire par les parties communes de l'Europe? Eh bien, ce sont les projets européens. C'est ce que voulait le général de Gaulle. C'est-à-dire des projets où à 3 ou 4 pays, on se met d'accord autour d'une table pour faire ensemble ce que l'on ne peut pas faire seul. Ça a été Airbus, ça a été la fusée Ariane, mais il y a plein de domaines où on devrait faire ça. Je pense à la lutte contre le cancer, cette maladie abominable qui frappe toutes les familles. Je pense à la lutte contre Alzheimer. Je pense à la voiture propre. Je pense aux panneaux solaires de demain. Je pense à un géant du numérique européen pour éviter de dépendre que d'Américains ou de Chinois. Alors là, moi, je ne suis pas contre l'Europe. Je pense au développement de l'Afrique. Je pense au développement de la Méditerranée. Mais là, on a besoin de l'Europe. Donc, vous voyez, le débat n'est pas, comme veut le dire souvent la presse caricaturable, soit on accepte tout ce que fait l'Europe d'aujourd'hui, soit on est un méchant anti-européen. Ben non, on a encore le droit de proposer ce que j'appelle une Europe du bon sens. Et cette Europe du bon sens, je vous la proposerai, nous vous la proposerons avec une liste de 79 noms pour les élections européennes. Et c'est un moyen, c'est pas simplement une fin en soi, c'est un moyen aussi de résoudre demain nos problèmes français. Car moi je vous le dis, si Chirac a échoué, si Sarkozy a échoué, si Hollande a échoué, si Macron a échoué, c'est parce qu'ils n'ont plus de pouvoir. Ils ont donné le pouvoir à des gens non élus qui décident à notre place. Vous pouvez élire M. Dupont-Aignan, M. X, Mme Y. Si on ne change pas la répartition et le fonctionnement de l'Europe, nous serons comme des bouchons sur l'eau. Ça ne servira à rien. Et c'est pourquoi je pense que cette question européenne est fondamentale. Alors bien sûr, c'est compliqué. Mais finalement, est-ce que c'est si compliqué de savoir ce qu'est la démocratie? Est-ce que c'est si compliqué à un moment, le peuple français, de disposer de lui-même? Le général de Gaulle parlait du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ben, tous les peuples de la Terre ont le droit de disposer d'eux-mêmes, sauf le peuple français. C'est quand même extravagant ce qui se passe. Et la crise des Gilets jaunes, moi je l'ai vue au départ, comme un réveil enfin des Français. Et je conclurai définitivement sur ce propos, parce que souvent, moi je vois des gens dans la rue très gentils qui viennent me voir, c'est formidable ce que vous faites, vous êtes courageux. Et puis à la fin, ils me disent, oh, bah, de toute façon, c'est trop tard. Ah bah là, on va tous se coucher. Il est tard, il vaut mieux aller voir le film à la télé. Hein. Si c'est trop tard, on ne fait plus jamais rien. Est-ce que Jeanne d'Arc, c'était trop tard? Oui, c'était un peu tard. Hein. Jeanne d'Arc, c'était un peu tard. Bon. Et je ne souhaite pas finir comme Jeanne d'Arc. Mais, bien qu'on soit près de Rouen. Hein. Mais, et je ne me prends pas pour Jeanne d'Arc, rassurez-vous. Mais ce que je veux dire dans l'histoire de France, malheureusement, les Français sont toujours réveillés trop tard. Et ils n'ont jamais écouté ceux qui leur disaient de se réveiller un peu plus tôt. Bon, c'est comme ça. On est comme on est. Mais ce n'est pas parce qu'on s'est réveillé trop tard qu'il ne faut pas se réveiller du tout. Parce que sinon, madame, vous aurez votre petite fille qui sera voilée. Ou alors vous aurez votre petit-fils qui travaillera dans une entreprise chinoise comme un esclave. Mais c'est ça qui va venir. Hein. Il va falloir se réveiller. Eh oui, parce que s'il n'y a plus personne qui travaille en France, il n'y aura plus de retraite pour les retraités. Et on aura des enfants, des petits-enfants qui seront des esclaves. Mais dans l'histoire, c'est arrivé hein, que des pays soient colonisés. Et moi, je vous le dis, on a une colonisation politique, c'est Bruxelles. On a une colonisation économique qui est américaine, allemande et chinoise. On a une colonisation culturelle et religieuse. C'est un fait. Ça ne plaît pas.
Mais c'est une réalité. Alors il y a un moment, est-ce qu'on veut se décoloniser ou est-ce qu'on reste colonisé? Définitivement. Et il nous reste peu d'années pour réagir. Moi je vous le dis. Et le peu d'années qui restent, moi je me battrai jusqu'au bout pour que le peuple français se réveille. Mais il ne se réveillera, et c'est le sens de notre liste, que si on propose un programme sérieux et réaliste. À l'élection présidentielle, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, mais il n'y avait que 5 candidats qui avaient le droit de parler. Moi j'étais le 6e, pas de chance. Bon. On a quand même fait 5%, ce qui n'était pas si mal, près de 1 700 000 Français, mais ce n'était pas assez. Au second tour, j'ai choisi. Oh, qu'est-ce qu'on m'a critiqué. Oh, ça a été abominable. J'aurais dû appeler à voter Macron comme les autres, comme tous les républicains qui ont été votés Macron, et maintenant ils ont une belle jambe. Hein. Bon, moi j'ai pris mes responsabilités, j'ai voté Le Pen. Et j'ai travaillé avec elle pour essayer d'infléchir son programme. Mais ça n'a pas suffi. Et je vous le dis très clairement, je veux tirer les leçons de cet échec. Et je l'ai dit à Marine Le Pen. Je lui dis, si tu recommences pareil, tu perdras pareil. Et c'est ce que veut Macron. Et Macron est en train de nous préparer un 2022 Macron-Le Pen. Tout est fait pour ça. Parce qu'il sait qu'il gagnera. Alors, moi je ne veux pas revoir la même chose. J'ai proposé à Laurent Wauquiez, à Marine Le Pen, de travailler ensemble, tous les trois. Et je leur ai dit une chose, c'est vrai, je suis plus petit que vos partis, c'est vrai, aujourd'hui. Mais je vous dis une chose, soit on est capable de s'entendre sur un programme sérieux, un programme concret, crédible, soit Macron refera un duel et on reperdra. Ils m'ont envoyé balader, les deux. Et je leur ai dit, vous croyez chacun être élu tout seul. Laurent Wauquiez pense qu'il va gagner tout seul. M'étonnerait. Marine Le Pen pense qu'il suffit à l'usure de recommencer. Dangereux. On ne peut pas prendre ce risque. Donc, pour l'instant, aux européennes, ben, chacun y va seul. Mais je maintiens pour l'avenir, qu'il faut absolument travailler à un programme sérieux pour le pays, qui soit solide, qu'on évite les ennuis de la présidentielle passée, et qu'on rassemble le maximum de gens. Tous ceux qui aiment la France. C'est pour ça qu'on a appelé ça les amoureux de la France. Voilà l'idée. C'est un long chemin. En tout cas, j'ai besoin d'aide. Et en tout cas, je vous demande d'aider dans ce département tous ceux qui nous aident, parce que je crois que vraiment c'est la survie du pays qui est en jeu. Je vous remercie. Vive la France, vive la République.